Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Jeudi dernier, les habitants de la ville de Marrakech ont vécu une journée particulière qualifiée d'apocalyptique par certains. Une tempête de sable d'une rare violence, accompagnée de violentes rafales de vent, s'est abattue sur la ville Ocre, une tempête qui a également touché les côtes de la ville d'Agadir. Les vents violents, dont la vitesse a dépassé les 80 km/h, ont provoqué la mort d'un homme écrasé par un arbre arraché par la tempête, qui a également causé d'importants dégâts matériels. D'après la Direction générale de la météorologie, cette tempête a été provoquée principalement par la canicule et l'instabilité entre air chaud et air froid, mais pour l'éminent climatologue Saïd Kharouk, membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et auteur de l'ouvrage La dynamique des climats, ce phénomène trouverait son explication ailleurs. Et justement, pour parler de cette explication, nous avons le plaisir de recevoir par Skype le professeur Kharouk. Professeur, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs de Média. Je suis ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup monsieur, tout le plaisir est pour nous. Alors, qu'est-ce qui a provoqué, selon vous, professeur, la tempête de la semaine dernière? Vous ne semblez pas partager les explications de la Direction générale de la météorologie. On parle de la même chose, mais seulement Oui. ils parlent de la prévision, ils parlent du chélier. Effectivement, il y a eu le chélier. Mais moi, je reviens aux origines de ce problème, qui sont les sables du désert, mais aussi les sols, un sol qui est dégradé dans les oasis marocaines et dans la région de Sousse. Quand il y a un vent comme celui de Chélier, le sable du Sahara se déplace par le vent et il est rejoint aussi par les poussières du couloir de Ouaddara et tout le Sousse Massa, et tout ceci atterrit à Agadir. C'est pour cela qu'Agadir a été victime de toutes ces poussières, avec du sable aussi, mais aussi la chaleur. C'est la chaleur qui a été canalisée au sud du Grand et de l'Anti-Atlas, n'est-ce pas? Et tout a décollé sur Agadir avec une chaleur très élevée, un record, n'est-ce pas? Et des poussières. Alors, il faudrait que je rappelle que ces poussières sont choses très ordinaires dans le désert, dans le Grand Sahara. Et le satellite nous a permis depuis longtemps de suivre ces sables qui traversent même tout l'Atlantique pour parvenir en Amérique et à l'archipel des Caraïbes, n'est-ce pas? Mais aussi en Europe, aussi de l'Europe, c'est très fréquent. Je pense que c'était en 2018. Paris a été ensombré par ce sable du désert. Oui, mais vous parlez aussi de surexploitation du sol, professeur. Alors, oui, c'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de passage dans la dégradation des sols, effectivement. Parce que ces régions, tout d'abord, les régions désertiques, les régions des oasis, la région de Sousse Massadara, à part ce qui est des grandes fermes qui pratiquent une agriculture développée, le reste, c'est une agriculture locale, une agriculture artisanale qui utilise beaucoup le sol avec les moyens de bord, n'est-ce pas? Professeur, ce sont aussi, et ça vous l'avez souligné, des régions où les sols sont exploités de manière massive, abusive, appauvrie. C'est une chose tout à fait normale parce que les campagnards dans la région, ils n'ont que ça. Et de cette manière, ils l'exploitent, ils surexploitent ce sol. Finalement, ce sont les dégradés, ils deviennent très poussiéreux en surface. Avec la chaleur et la température, ça accélère tout ceci. Alors, en période de Chélier, il nous amène déjà le sable du désert, du grand désert, mais aussi il emballe les poussières dans son passage.
Et finalement, tout ceci, comme je l'ai bien dit tout à l'heure, il atterrit sur des villes comme Agadir, comme Marrakech, Oui. comme Oujda aussi, il est souvent victime de ces poussières. Et comme Ben Grir aussi, parce que Voilà. ce phénomène extrême s'est produit après celui qui a frappé Ben Grir le 18 juillet dernier, soit il y a moins d'un mois, faisant aussi un mort suite à la chute, cette fois-ci d'un palmier, Oui, et plusieurs blessés. A-t-il été provoqué? C'est les mêmes facteurs, professeur? Dans tous les cas, les poussières sont souvent déplacées dans les hautes altitudes, avec les vents de l'altitude. Oui. Et parfois, ils dépassent le Maroc sans qu'ils tombent. Ils parviennent jusqu'à l'Europe. J'ai dit tout à l'heure qu'ils parviennent jusqu'aux États-Unis d'Amérique, en Floride et en Cuba et dans les Caraïbes. Alors, si ces vents sont moins élevés, ils atterrissent aussi, ils tombent sur nos villes marocaines. Je me rappelle bien, c'était un été qui n'était pas lointain. La ville de Casablanca était aussi très poussiéreuse, la lumière était très faible. Oui. On ne voyait plus le soleil. Et c'était très rouge parce que le sable et les poussières sont rouges. Voilà, ils transforment la lumière. Ce sont des phénomènes qui sont violents, intenses, mais d'une courte durée. Généralement, comme ce qui s'est passé à Marrakech, ça n'a pas dépassé la demi-heure. Ça pourrait être plus long que ça. Cette fois-ci, ça n'a pas dépassé la demi-heure, alhamdoulilah. Mais ça dépend aussi de la force du vent. Oui. Si le vent est très élevé en altitude, on n'est pas touché par ça. Mais par contre, si les poussières sont locales, et si ce vent n'est pas fort, n'est pas puissant, les villes marocaines sont touchées par ça. Et le reste, il traverse la Méditerranée, il va dans l'océan, etc., etc. Et par l'occasion, ces poussières, elles peuvent aussi provoquer une condensation, ça veut dire des averses, parce que la pluie, elle se forme via des poussières aussi, ce qu'on appelle dans le jargon climatique les noyaux de condensation. Et tant que ces noyaux sont élevés, il accumule le peu d'humidité qui est dans l'atmosphère, et ça crée des petites averses qui ne sont pas très méchantes, mais quand même, c'est ce qu'on a vu pendant cette période aussi. Il y a eu de petites gouttelettes d'eau sur Marrakech. Est-ce que ce genre de tempête de sable peut être, est-ce qu'on peut le prévoir, ou est-ce que c'est très compliqué de prévoir ce genre de phénomène? Alors, à court et moyen terme, on peut les prévenir, pour les prévoir, si vous voulez, en se préparant. Il faut se préparer à ce type de phénomène. Se préparant en travaillant notre sol d'une autre manière, et en essayant de stabiliser le sol. Ces phénomènes sont très actifs pendant la saison d'été, parce que c'est tout à fait normal, c'est une saison de la sécheresse, de la chaleur, ce qui fait que les sols sont secs et ce sol il se dessèque, si vous voulez, et ça devient très, très léger, et il est facilement emporté par le vent. Alors, il faut essayer absolument de stabiliser le sol. On stabilise ce sol par une exploitation raisonnable, mais aussi en protégeant nos forêts, en protégeant nos espaces verts aussi. Ce phénomène, il peut avoir lieu à Casablanca sans qu'il vienne du désert. S'il y a un vent local, les poussières locales, elles sont enlevées, elles sont perturbées, elles sont prises dans l'atmosphère, et tout le monde se rend compte, voilà, tout le monde le connaît, tout le monde le vit. Oui. Mais s'il y avait des espaces verts, des forêts, des petites forêts autour de Casablanca, il n'y aurait pas tout ceci. Oui, parce que ça joue le rôle de rempart. Voilà, un sol nu, exposé à une haute température, à une sécheresse, il ne fait que se dégrader, s'enlever, et ça nous fait tout ce brouillard de poussière qu'on vit souvent dans nos villes. Oui. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui.
Vous avez expliqué, professeur, vous dites que ce phénomène observé le jeudi 10 août n'est pas nouveau, en fait. Le Maroc l'a déjà vécu plusieurs fois auparavant et vous rajoutez que ces tempêtes de sable peuvent se répéter à l'avenir. Ma question, est-ce que ces tempêtes risquent-elles, si rien n'est fait, de s'intensifier dans l'avenir et d'être plus dangereuses, voire dévastatrices, causer de véritables catastrophes? Enfin, maintenant, il est déjà très nuisible, hein, parce que ça nuit gravement à la santé humaine, surtout pour les personnes qui sont fragiles, qui souffrent des difficultés de respiration, qui souffrent aussi des tensions et des difficultés cardiovasculaires, etc. En plus des problèmes des yeux et des problèmes de la peau, etc., etc. Et ça, je ne pourrais pas entrer dans ces détails parce que c'est un autre domaine de la médecine, il y a des spécialistes. Mais il suffit de s'adresser au service des urgences pendant ces périodes de ces poussières pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent en difficulté, qui finissent dans les urgences. Alors, ceci d'une part. D'autre part, il y a aussi l'agriculture, hein, nos plantes, hein, nos animaux. Tout ceci subit cet effet néfaste de ces poussières et de cette chaleur qu'on respire, etc., etc. Alors, dans l'avenir, il serait préférable d'être premièrement conscient de ce problème, de l'existence de ce problème. Malheureusement, il y a peu d'études sur ces questions. Il faudrait être conscient qu'on peut le vivre fréquemment. Alors maintenant, ce qu'on sait, que la fréquence des vagues de chaleur, il devient plus élevé qu'il ne l'a été, et la température aussi, elle augmente. Nous avons vécu cette augmentation de la température cette année depuis le mois de mai pour des raisons humaines mais aussi des raisons naturelles. Il ne faut pas se leurrer. Tout ceci rentre en interaction et nous donne ce que nous avons vécu. Oui. Alors maintenant, il est préférable de se préparer pour que quand il y a des tempêtes de sable, de vent, les gens savent quoi faire, ils se protègent, ils ne se mettent pas en exposition à ces poussières et à ce vent aussi, mais aussi s'ils ont des activités qui sont pas compatibles avec le vent et la poussière, qu'ils arrêtent pendant cette période. Et surtout, les gens qui sont malades, qui sont fragiles, il faudrait qu'ils se protègent. Alors, il faudrait qu'ils soient conscients de ça. Oui. Il faudrait aussi que nos urgences développent des structures pour, on ne sait jamais, si par exemple il y a une tempête qui prend plus de temps qu'il n'a été cette dernière. Donc les victimes seront nombreux. Des gens avec des difficultés, des gens qui sont malades, etc. Mais je ne sais pas si nous avons suffisamment de structures d'accueil de ce type de problème. Hein. Ça c'est pour protéger, ça c'est pour minimiser l'impact quand tempête de sable il y a. Mais pour arrêter le phénomène, bien sûr, vous avez parlé de facteurs locaux, endogènes, mais il y a aussi, bien sûr, on le sait, les facteurs de dérèglement climatique qui nous touchent. On voit ce qui se passe aujourd'hui à Hawaï ou ailleurs. Et depuis le siècle dernier, les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sont confrontés justement à cette hausse de la fréquence, de l'intensité de la température, des tempêtes de sable et de poussière. Est-ce que ces phénomènes risquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement de devenir plus récurrents, plus intenses, mais est-ce qu'on peut se projeter dans un scénario cauchemardesque? Là, on a vu un film... Ça relève de la science-fiction. Ça se passe en principe en 2067, que beaucoup de gens ont vu, Interstellar, où la Terre est devenue invivable à cause de la poussière, une Terre qui se meurt, l'agriculture. Est-ce que ce phénomène, est-ce que ce film, est-ce que cette fiction peut devenir une réalité si on ne prend pas les choses au sérieux et si on n'agit pas vite, pas seulement au Maroc, mais à l'échelle internationale? Alors, ce phénomène est un phénomène spécifique des zones arides et des zones pseudo-désertiques ou semi-désertiques. Alors, maintenant, se préparer à ce type de problème qui pourrait s'intensifier avec l'augmentation de la température.
Le désert est déjà sableux, ça ne crée pas, ça ne craint pas énormément. Mais par contre, des endroits où il y a une alternance entre des sols qui sont exploitables et du sable, la température, il pourrait encore dégrader ces sols, surtout avec les activités que connaissent ces milieux. Et je parle ici très ouvertement et directement des oasis. Nos oasis, les activités dans ces régions sont très pointues et sont sédentaires. Alors maintenant, la chaleur, il assèche le sol beaucoup plus qu'auparavant. L'eau, même si elle est disponible, elle devient inefficace parce qu'avec la température, une grande partie de cette eau est évaporée. Et les plantes demandent encore plus d'eau, sinon ils ne sont pas, ils peuvent pas résister d'une manière normale. Et à partir de là, il est préférable de faire des plans plutôt adaptés au climat. Nous avons des plans au niveau national, mais je trouve que surtout des plans d'utilisation de l'eau, et pas des plans d'adaptation au changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est une évolution climatique avec un rythme beaucoup plus avancé, beaucoup plus rapide, n'est-ce pas? Et à partir de là, si on est conscient, si on connaît les mécanismes de l'évolution de ce climat, qui est une interaction entre la température d'une part, qui est due à un rayonnement solaire, puis à un cycle de l'eau, et puis à une stabilité dans le sol vis-à-vis du cycle de l'eau et de la température. Les choses, elles évoluent ensemble, ça évolue globalement. Et à partir de là, si on ne se prépare pas sérieusement pour s'adapter correctement et convenablement dans ce qui pourrait nous attendre dans l'augmentation de la température et l'accélération du cycle de l'eau, nos sols pourraient être dégradés très rapidement et ceci ne fera qu'intensifier ces vagues de poussière et ces tempêtes de poussière dans nos villes, dans nos champs, etc. etc. Voilà. Dernière question, professeur Khajour, concernant là au niveau mondial, on a vu cette canicule qui sévit un peu partout dans le monde, pas que chez nous. C'est des records qui n'ont pas été atteints depuis des années. Est-ce qu'on est entré dans un nouveau cycle climatologique et qui est irréversible? Est-ce que c'est trop tard pour trouver des solutions, ou est-ce que des solutions d'adaptation et d'atténuation peuvent être trouvées? Là, je parle au niveau mondial. On a l'impression qu'on est vraiment entré dans une nouvelle ère. Moi, je crois personnellement à la capacité de l'homme de s'adapter à cette évolution du climat, puisque bien auparavant, le climat de la Terre a changé et les êtres vivants, ce n'était pas forcément l'homme civilisé, les êtres humains ont résisté, se sont adaptés, chacun à sa manière. Bien entendu, les individus faibles ont péri, ce sont des choses tout à fait normales. On n'a qu'à se rappeler de la canicule 2003 en France, où plus de 15 000 personnes ont péri en raison de la chaleur, mais pas tout le monde a péri. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, moi je crois à la capacité de l'homme à s'adapter, à résister, à évoluer avec le climat de n'importe quelle manière. Alors, la plus grande difficulté, c'est notre culture tout d'abord, et surtout l'infrastructure qu'on a développée pendant le 18e, 19e et le 20e siècle. Et ce sont des infrastructures qui ont été développées sous le climat qui n'existe plus. Maintenant, le climat a évolué, il a changé, n'est-ce pas? Ces infrastructures ne sont plus fonctionnelles. Ils n'assurent plus leur fonction. Ce qui fait que l'individu devient très faible. Quand vous dites infrastructure, professeur, quand vous dites infrastructure, vous parlez de quoi exactement? Avec quoi on pourrait remplacer? Quelle infrastructure il faudrait mettre en place aujourd'hui? Alors, c'est l'infrastructure globale. Il y a l'infrastructure physique, il y a l'infrastructure humaine aussi.
L'infrastructure physique, c'est tout ce qui est des réseaux d'assainissement, tout ce qui est de la manière de bâtir nos villes, c'est tout ce qui est la manière d'organiser nos maisons, là où on place la cuisine, on place le salon, on place la chambre à coucher, etc., etc. C'est une culture, n'est-ce pas, qu'on a développée à travers les temps pour que l'être humain trouve son bien-être chez lui, dans sa ville, etc. Mais aussi dans l'économie d'une manière générale. Notre agriculture, par exemple, qu'on a développée, nous, au Maroc, on l'a développée depuis X temps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et maintenant, on a quelques difficultés à continuer à développer cette agriculture sédentaire que nous avons au Maroc. Alors, la manière avec laquelle on va pouvoir s'adapter dans l'avenir décidera de l'évolution de notre agriculture. Jusqu'à présent, j'ai observé, j'ai remarqué que nous avons fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'utilisation de l'eau, l'économie de l'eau. Mais on n'a pas travaillé suffisamment sur les essences agricoles, sur les endroits où on peut développer une agriculture X ou une agriculture Y, selon l'évolution du climat et le climat local, en plus du sol, bien entendu, des nappes phréatiques, etc., etc. Et je pense qu'il faudrait que nous, scientifiques d'une part, mais aussi nos décideurs d'autre part, font un autre effort plus courageux pour que nous ayons une activité qui nous lie avec notre sol beaucoup plus adaptée et beaucoup plus futuriste, n'est-ce pas? Je pense par exemple nous avons la région du Nord où il y a l'eau suffisamment d'eau, mais on n'utilise pas l'agriculture comme on devait. Nous avons des barrages comme le barrage Louhda par exemple, même pendant toute cette période de sécheresse, il a gardé un niveau qui atteint les 50%. Alors, toute cette eau qui reste stagnante comme ça, elle est soumise à une évaporation intense et on ne peut pas l'utiliser comme il se doit. Aujourd'hui, heureusement, notre gouvernement a décidé d'entrer en action en ce qui concerne le transfert de l'eau. Ceci, on l'avait réclamé, recommandé à nos gouvernements depuis très longtemps, dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, c'est venu, malheureusement tardivement, pendant une crise, qui ne va pas nous servir aujourd'hui, mais on va en avoir besoin les années à venir, les années prochaines par exemple. Tout ceci nous interpelle sur la manière de travailler notre pays, sur la manière de voir le futur de notre économie en liaison avec le climat, avec l'eau et avec le sol, et c'est l'agriculture en particulier, mais aussi les autres milieux, comme les forêts, par exemple. Nous avons observé qu'il y a beaucoup de forêts qui se déclarent ces dernières années, et puis on est victime il y a combien d'hectares ont été détruits par les feux. C'est un patrimoine naturel qu'on est en train de faire. Et on ne va pas développer le lendemain. Ça demande beaucoup de temps. Oui, merci beaucoup, professeur Saïd Khajour. Donc, il faudrait changer notre mode de vie, notre mode de consommer, notre économie. C'est clair, s'adapter. Merci, professeur Saïd Khajour. Je rappelle que vous êtes climatologue et membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors, c'était dans le 5e rapport, pas dans le 6e. Le 5e, ex-membre, mais toujours auteur de l'ouvrage La dynamique des climats, un excellent ouvrage. Merci beaucoup, monsieur. Merci, professeur. Je vous en prie. Madame, monsieur, merci à vous. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV.